En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, confortablement installé chez vous, 6 millions de squelettes reposent dans un silence absolu, 20 mètres sous les rues de Paris. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'ils ne sont pas tous vraiment morts. En 2019, un groupe d'explorateurs urbains a disparu dans les catacombes lors d'une exploration nocturne. Quand ils ont finalement été retrouvés 3 jours plus tard, ils balbutiaient une seule phrase sans arrêt. Les os murmurent des noms, et le mien était parmi eux. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 récits que la police française a tenté d'étouffer. 4 histoires qui ne devraient jamais voir le jour. Car il existe des secrets enfouis dans les catacombes de Paris qui ont été enterrés pour une raison précise. Et certains secrets ont soif de compagnie. Alexandre Martel était reconnu comme le meilleur cartographe des catacombes de Paris. Pendant 15 années, il avait cartographié chaque tunnel, chaque chambre, chaque recoin oublié de ce labyrinthe d'ossements qui s'étend sur plus de 300 km sous la ville. Mais par une nuit d'octobre 2017, Alexandre découvrit quelque chose qui ne figurait sur aucune carte officielle. Il était presque minuit quand Alexandre descendit par l'entrée secrète que seuls les cataphiles les plus expérimentés connaissaient. L'air était plus dense que d'habitude, chargé d'une odeur métallique qui brûlait la gorge. Ces lampes torches illuminaient les murs ornés de crânes et de fémurs, organisés selon des motifs macabres. Une symphonie visuelle de mort qu'il connaissait comme sa poche. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Les sons. L'écho de ses pas semblait provenir d'une direction qui ne devrait pas exister. Alexandre s'arrêta, respira profondément et écouta. Il y avait un autre son, presque imperceptible, un frottement constant, comme si quelqu'un déplaçait des os sur le sol. Suivant ce bruit, Alexandre découvrit un passage absent de ses cartes. Une fente étroite entre 2 piliers de crâne, si bien camouflée qu'elle semblait faire partie intégrante de la décoration morbide. L'odeur métallique s'intensifia quand il s'approcha. Ses mains tremblèrent tandis qu'il ajustait sa lampe et se glissa par l'ouverture. De l'autre côté, il trouva une chambre circulaire qui défiait toute logique architecturale des catacombes. Les murs étaient couverts non seulement d'eau, mais d'eau arrangée de façon impossible. Des squelettes entiers suspendus dans l'air, formant une spirale qui montait jusqu'à disparaître dans l'obscurité du plafond. Au centre de la salle, une table de pierre entourée de chaises faites entièrement d'os humains. Mais ce qui fit vomir Alexandre instantanément ne fut pas cette vision macabre. Ce fut la découverte que certains de ces squelettes portaient encore des vêtements modernes, des jeans, des baskets, des t-shirts avec des motifs qu'il reconnaissait des magasins contemporains. Et au poignet d'un des squelettes, une montre digitale qui marquait encore les heures, clignotant en rouge dans le noir, 23h47, 23h48, 23h49. Alexandre courut. Il courut comme jamais dans sa vie, trébuchant sur les os, déchirant sa peau contre les murs rugueux, suivant sa mémoire musculaire à travers les tunnels qu'il connaissait par cœur. Quand il émergea finalement à la surface, le soleil se levait déjà sur Paris. Il avait passé 7 heures là-dessous, mais sa montre indiquait seulement 40 minutes depuis sa descente. 3 jours plus tard, Alexandre remit toutes ses cartes à la préfecture et ne parla plus jamais des catacombes. Il déménagea à la campagne, brûla tout son équipement d'exploration et développa une phobie sévère des espaces clos. Mais avant de partir, il laissa une seule annotation sur sa dernière carte. Salle du temps perdu, entrée par la galerie des oubliés. N'entrez jamais seul. Les morts attendent encore de la compagnie. La police enquêta bien sûr, mais elle ne trouva jamais cette fameuse chambre circulaire. Les cartes d'Alexandre montraient inexplicablement seulement des tunnels déjà connus. Comme si cet endroit avait simplement cessé d'exister. En 1994, un documentaire indépendant sur les catacombes de Paris faillit être diffusé. Faillit. La production fut annulée abruptement après ce que les dirigeants de la chaîne appelèrent des irrégularités techniques graves. Mais j'ai obtenu l'accès à une copie non autorisée des enregistrements. Et ce que vous allez entendre maintenant est la raison pour laquelle ce matériel n'aurait jamais dû être filmé.
L'équipe était composée de 4 personnes. Marie Dubois, la réalisatrice, Jean-Luc Martel, le caméraman, Sophie Laurent, la productrice, et le docteur Henry Blackwood, un historien spécialisé dans les rituels mortuaires médiévaux. Ils descendirent dans les catacombes un mardi de mars à 22 h, avec une autorisation officielle pour filmer pendant toute la nuit. Les 3 premières heures de tournage se déroulèrent normalement. Le docteur Blackwood expliquait l'histoire des catacombes, comment les os de plus de 6 millions de Parisiens y furent transférés à partir de 1786, quand les cimetières de la ville devinrent un problème de santé publique. La caméra captait les images impressionnantes des murs ornés de crânes et dos longs, arrangés selon des motifs artistiques qui transformaient la mort en une forme sinistre d'art. Mais à 1h17 du matin, quelque chose d'étrange se produisit. Le docteur Blackwood s'arrêta brusquement de parler au milieu d'une explication sur les rituels d'ensevelissement médiéval et fixa un mur de crâne à sa droite. Quand Marie demanda ce qui s'était passé, il murmura « Vous n'entendez pas ?» Quelqu'un murmure des noms. L'équipe s'arrêta pour écouter. Dans l'audio, on peut clairement entendre des murmures provenant des murs, comme si les os eux-mêmes chuchotaient des secrets les uns aux autres. Mais le plus troublant, c'est qu'en prêtant attention, on peut distinguer des noms. Des noms français anciens, prononcés avec une diction qui n'existe plus depuis des siècles. Jean-Luc dirigea la caméra vers le mur de crâne, que le docteur Blackwood observait. Au zoom maximum, on peut voir quelque chose qui défie toute explication scientifique. Les mâchoires de certains crânes bougent légèrement, comme s'ils murmuraient vraiment. Le mouvement est subtil, presque imperceptible, mais il est là. Image par image, dent par dent, murmure par murmure. Sophie, la productrice, commença à noter les noms qu'elle arrivait à distinguer dans les murmures. Pierre de Montmartre, Isabelle Larousse, Jacques Le Borgne. Une fois rentrée chez elle, elle rechercha ces noms dans les archives historiques de Paris. Tous étaient des personnes réelles qui avaient vécu entre les XIVe et XVIe siècles, des personnes dont les os pourraient, théoriquement, se trouver là, dans les catacombes. Mais la découverte la plus terrifiante vint quand le docteur Blackwood trouva un motif dans les murmures. Il réalisa que les morts ne prononçaient pas seulement des noms au hasard, ils récitaient des listes complètes de personnes mortes lors d'événements historiques spécifiques. La peste noire de 1348, le grand incendie de 1871, la grippe espagnole de 1918. Et puis, à 3h42, quelque chose se produisit qui fit abandonner le tournage immédiatement à l'équipe. Les murmures cessèrent. Silence absolu. Mais après 30 secondes de silence sépulcral, une seule voix se détacha des milliers de crânes alentour. Une voix claire, audible, prononçant un nom qui glaça le sang de tous. Marie Dubois, la réalisatrice, regarda autour d'elle, terrorisée. Personne de l'équipe n'avait parlé. La voix venait des murs. Et puis, une deuxième voix, Jean-Luc Martel. Une troisième, Sophie Laurent. Une quatrième, Henry Blackwood. Les morts connaissaient leurs noms. Les morts les appelaient. L'équipe courut. Les caméras restèrent allumées pendant la fuite désespérée dans les tunnels. Dans l'audio, on peut entendre des centaines, peut-être des milliers de voix murmurant leurs noms répétitivement, comme un chœur macabre qui les suivait dans les galeries sombres. Les voix venaient de toutes les directions, résonnant sur les murs d'os, créant un bruit assourdissant d'appels spectraux. Quand ils réussirent finalement à sortir des catacombes, il était presque 6 heures du matin. Les caméras avaient capté 4h30 de tournage, mais seulement 2h15 s'étaient écoulées dans le monde réel. Une fois de plus, le temps s'était comporté de façon impossible là-dessous.
Marie développa une insomnie chronique et ne put plus jamais entendre son propre nom sans paniquer. Jean-Luc brûla tout son équipement de tournage et changea de métier. Sophie développa une agoraphobie sévère. Et le docteur Blackwood disparut simplement 3 mois plus tard. Sa maison fut trouvée vide, avec toutes ses recherches sur les rituels mortuaires brûlés dans le jardin. La seule chose qui restait était une note collée sur le mur du bureau. « Ils connaissent mon nom. Ils m'appellent pour revenir. » Son corps ne fut jamais retrouvé. 3e récit, l'enfant des tunnels oubliés. Pardonnez-moi si je deviens un peu plus troublé en racontant cette histoire, parce qu'impliquer des enfants dans des récits comme ceux-ci me cause toujours un malaise profond. Mais cette histoire doit être racontée, ne serait-ce que pour servir d'avertissement. En juin 2018, un couple de touristes américains, Sarah et Michael Thompson, décidèrent d'explorer les catacombes de Paris de manière non officielle. Ils avaient lu sur Internet des entrées secrètes et voulaient vivre une expérience plus authentique que ne le permettait la visite officielle. Comme beaucoup de touristes naïfs, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient découvrir. Sarah et Michael descendirent par une entrée près du cimetière de Montparnasse vers 23 heures. Équipés seulement de lampes de portable et d'une caméra GoPro, ils commencèrent à explorer les tunnels moins connus, ceux qui n'apparaissent pas dans les parcours touristiques. L'excitation initiale céda rapidement place à un sentiment croissant de désorientation. Les tunnels étaient identiques, les murs d'os se répétaient indéfiniment, et après 1 heure de marche, ils réalisèrent qu'ils étaient perdus. Mais c'est alors qu'ils l'entendirent, un enfant qui jouait. Le son venait de quelque part devant eux, dans les tunnels sombres, des rires innocents, le bruit de billes qui roulaient sur le sol de pierre et une voix qui fredonnait une chanson enfantine française. Sarah, qui était institutrice, s'inquiéta immédiatement. Que faisait un enfant seul dans les catacombes au milieu de la nuit ? Ils suivirent le son dans les tunnels, criant en français et en anglais « Bonjour, vous allez bien? Où sont vos parents ?» Mais l'enfant ne répondait pas. Les rires continuaient, toujours un peu plus loin, toujours résonnant au prochain tournant. Après 15 minutes à suivre ces sons, Sarah et Michael arrivèrent dans une chambre légèrement plus grande que les tunnels habituels. Et là, assise par terre, au milieu d'un cercle de crânes, se trouvait une petite fille d'environ 6 ans. Cheveux blonds bouclés, robe blanche qui semblait trop propre pour quelqu'un qui jouait dans des tunnels poussiéreux. Elle jouait avec des billes, les faisant rouler entre les crânes et riant chaque fois qu'elle faisait du bruit en heurtant les os. « Bonjour, petite fille » dit Sarah en s'approchant prudemment. « Comment tu t'appelles » La petite fille leva le visage et sourit. C'était un sourire doux, innocent, mais ses yeux étaient complètement noirs. Il n'y avait pas d'iris, pas de pupille, seulement un vide noir profond qui semblait absorber la lumière des lampes. « Je suis Céleste » répondit la petite fille d'une voix cristalline. « Je joue ici depuis très longtemps. » Michael, qui parlait un peu français, demanda où étaient ses parents. La petite fille rit, un rire qui résonna dans les tunnels de façon impossible, se multipliant jusqu'à sonner comme des dizaines d'enfants qui riaient en même temps. « Mes parents sont partis il y a très longtemps, » dit-elle, continuant à jouer avec ses billes. « Mais je ne suis jamais seule ici. Les os me racontent des histoires. » C'est alors que Sarah remarqua quelque chose de troublant.
Les billes avec lesquelles la petite fille jouait n'étaient pas des billes normales. Elles étaient petites, rondes et blanches. Mais quand une d'elles roula vers ses pieds, Sarah vit l'horrible vérité. C'étaient des yeux. De petits yeux humains, probablement d'enfants, qui avaient été retirés des crânes alentours et polis jusqu'à devenir parfaitement sphériques. Michael tira Sarah vers l'arrière, murmurant urgemment qu'il devait sortir de là immédiatement. Mais quand ils tentèrent de s'éloigner, la petite fille arrêta de jouer et les regarda. « Vous ne pouvez pas partir maintenant », dit-elle, et sa voix avait changé. Elle restait une voix d'enfant, mais il y avait quelque chose d'ancien dedans, quelque chose qui portait le poids des siècles. Nous venons juste de commencer à jouer. Et c'est là qu'ils réalisèrent qu'il n'y avait pas qu'un seul enfant. Des ombres autour de la chambre, d'autres petites silhouettes commencèrent à se matérialiser. Des dizaines d'entre elles, des enfants de différentes époques, portant des vêtements de siècles passés, tous avec les mêmes yeux noirs vides, tous portant de petits jeux macabres faits d'ossements humains. Sarah et Michael coururent. La GoPro continua d'enregistrer pendant toute la fuite désespérée dans les tunnels. Dans l'audio, on peut entendre des dizaines de voix d'enfants chantant une berceuse française, leur voix résonnant dans les galeries d'os comme un chœur angélique déformé. Quand ils réussirent finalement à trouver une sortie, 3 heures plus tard, Sarah était en état de choc et Michael avait développé un bégaiement sévère qui persiste encore aujourd'hui. Mais la partie la plus troublante de l'histoire ne fut découverte quand ils regardèrent l'enregistrement de la GoPro à l'hôtel. Dans les 20 minutes de tournage à l'intérieur de la chambre avec la petite fille, les caméras ne captèrent aucun enfant. Seulement Sarah et Michael, apparemment en train de parler dans le vide, reculant de terreur devant absolument rien. Il n'y avait pas de petite fille, pas de voix d'enfant, pas de billes faites d'humains. Mais il y avait quelque chose. Dans les ombres, au fond de la chambre, des formes petites et sombres qui bougeaient juste à la limite de la perception. Et si vous montez le volume au maximum, on peut encore entendre, très bas, presque inaudible, une berceuse française chantée par des voix qui ne devraient pas exister. Sarah et Michael ne parlent plus jamais de cette nuit. Ils ont déménagé dans une petite ville de l'intérieur des États-Unis et évitent tout ce qui a trait à l'histoire française, aux tunnels souterrains ou même aux jouets d'enfants anciens. Mais chaque nuit, quand c'est très silencieux, Sarah encore. Une berceuse française chantée par une voix douce et innocente, venant d'un endroit impossible à localiser. Et parfois, quand la lune est noire, elle jure qu'elle peut entendre des billes qui roulent sur le plancher de la chambre. Cette dernière histoire est différente des autres. Parce que, contrairement au récit précédent, cette histoire se passe encore. Et peut-être, quand vous finirez de regarder cette vidéo, elle aura déjà pris fin. Philippe Moreau était le dernier cataphile officiel de Paris. À 67 ans, il avait passé plus de 40 années à explorer, cartographier et entretenir les catacombes. Il connaissait chaque tunnel, chaque chambre, chaque cachette de cette cité souterraine mieux qu'il ne connaissait les rues de Paris en surface. Les autres cataphiles l'appelaient le dernier. Parce qu'après lui, personne n'aurait plus la connaissance complète des secrets enterrés là-dessous. Mais en novembre 2019, Philippe commença à agir de façon étrange.
Tout commença quand il découvrit une section des catacombes qui ne figurait dans aucun registre historique. Une zone qui semblait avoir été scellée délibérément il y a des siècles, avec des murs de pierre construits spécifiquement pour empêcher l'accès. Philippe, poussé par la curiosité professionnelle qu'il avait soutenue pendant décennies, décida d'ouvrir un passage. De l'autre côté du mur scellé, il trouva quelque chose qui changea sa vie à jamais. Une bibliothèque. Pas une bibliothèque ordinaire, mais une vaste collection de livres, parchemins et documents datant de siècles différents. Tous écrits en français ancien, latin et quelques langues que Philippe ne pouvait identifier. Mais le plus troublant était le contenu. Chaque livre, chaque parchemin, chaque document parle des catacombes de Paris. Des cartes détaillées montrant des tunnels qui n'existaient pas officiellement. Des récits d'événements qui n'avaient jamais été enregistrés dans l'histoire officielle. Et des recettes. Des recettes pour des rituels qui utilisaient des os humains comme ingrédients principaux. Philippe commença à passer des nuits entières à lire ces documents. Il découvrit que les catacombes n'étaient pas seulement un ossuaire créé pour des raisons pratiques de santé publique. Elles étaient en réalité un lieu de pouvoir, un endroit où la ligne entre la vie et la mort devenait floue, où des rituels anciens pouvaient encore être accomplis avec les restes mortels de millions de Parisiens. Un des documents qui le fascina le plus était un journal écrit par un prêtre du XVIe siècle, le père Antoine de Montmorency, qui décrivait des rituels de communication avec ceux qui sont partis. Selon le journal, il était possible d'utiliser les eaux des catacombes pour établir un contact direct avec les morts, mais seulement si le rituel était accompli à l'endroit exact où les eaux reposaient. Philippe, consumé par la curiosité et peut-être par quelque chose de plus sombre, décida d'essayer un des rituels. Par une nuit de nouvelle lune en décembre, Philippe descendit dans les catacombes portant tous les matériaux décrits dans le rituel du père Montmorency. Des bougies noires, du sel marin, un poignard ancien qu'il avait trouvé dans la bibliothèque et une liste de noms de personnes qu'il désirait contacter. Des personnes mortes depuis décennies et dont les os pourraient être quelque part dans ces murs infinis. Le rituel devrait durer jusqu'à l'aube. Philippe devrait réciter des invocations spécifiques, arranger les os selon des motifs géométriques précis et verser son propre sang sur des crânes sélectionnés. Si tout était fait correctement, les morts répondraient. Et ils répondirent. Philippe ne raconta jamais exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais quand il émergea des catacombes le matin suivant, c'était une personne complètement différente. Ses cheveux avaient complètement blanchi. Il était descendu avec des cheveux grisonnants et était remonté avec des cheveux blancs comme neige. Ses yeux développèrent une sensibilité extrême à la lumière, l'obligeant à porter des lunettes noires même dans des environnements intérieurs. Et il avait toujours développé une habitude troublante. Il parlait constamment en murmure, comme s'il avait toujours peur d'être entendu par quelque chose. Mais le changement le plus dramatique était son comportement. Philippe commença à passer toutes les nuits dans les catacombes. Il descendait à la tombée de la nuit et ne remontait qu'au lever du soleil, portant toujours des objets différents, des os qu'il réarrangeait dans sa maison, des bougies consumées, des parchemins écrits de sa propre main avec des textes incompréhensibles.
Ses voisins commencèrent à se plaindre de bruits étranges venant de sa maison, des voix murmurant en langue morte, le son d'eau traînée sur le sol, et occasionnellement des rires qui ne semblaient pas venir d'une personne vivante. En mars 2020, Philippe cessa de se présenter à son travail officiel d'entretien des catacombes. Ses collègues tentèrent de le contacter, mais il ne répondait ni au téléphone ni à la porte. Quand ils obtinrent finalement une ordonnance judiciaire pour entrer dans sa maison, ils trouvèrent quelque chose qui défiait toute explication. La maison entière avait été convertie en extension des catacombes. Tous les murs des pièces étaient couverts d'os humains, arrangés selon les mêmes motifs décoratifs trouvés dans les tunnels souterrains. Le sol était recouvert d'une couche de poussière qui semblait avoir été grattée directement des murs des catacombes. Et au centre du salon, un autel fait entièrement de crânes humains avec des bougies noires consumées et des parchemins couverts de symboles étranges. Mais Philippe n'était pas à la maison et il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence. L'enquête policière révéla que tous les os de la maison étaient authentiques et extrêmement anciens. Les tests forensiques confirmèrent qu'ils dataient de différentes périodes historiques, certains de plus de 700 ans. La question que personne ne pouvait répondre était comment Philippe avait-il réussi à retirer tant d'eau des catacombes sans être détecté. Plus troublant encore, les analyses des parchemins trouvaient des preuves de sang humain dans l'encre, du sang qui, selon les examens ADN, appartenait à Philippe lui-même. Philippe Moreau ne fut jamais retrouvé, mais il y a des rapports qu'il est encore là dessous, dans les profondeurs des catacombes, continuant les rituels qu'il avait commencés cette nuit de décembre. Des explorateurs urbains rapportent occasionnellement des aperçus d'une silhouette fantomatique marchant dans les tunnels les plus profonds, portant toujours une bougie noire et murmurant en langues qui ne sont plus parlées depuis des siècles. Et parfois, quand le vent souffle dans les tunnels lors de nuits particulièrement sombres, on peut entendre sa voix résonnant dans les galeries d'os, récitant des noms, des millions de noms, les noms de tous les morts qui reposent dans les catacombes de Paris. La bibliothèque secrète que Philippe avait découverte ne fut jamais localisée à nouveau, comme si elle avait simplement disparu. Mais dans sa maison, les enquêteurs trouvèrent une note finale, écrite de sa main tremblante. Les morts ne veulent pas seulement être rappelés, ils veulent revenir. Et maintenant, je sais comment les aider. 4 histoires. 4 personnes qui descendirent dans les catacombes de Paris, croyant connaître la différence entre la vie et la mort. 4 personnes qui découvrirent que, 20 mètres sous les rues les plus romantiques du monde, cette différence n'existe simplement pas. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Quelque chose qui unit toutes ces histoires d'une façon qui va vous faire repenser tout ce que vous venez d'entendre. En 2021, un an après la disparition de Philippe Moreau, la préfecture de Paris décida de réaliser une inspection complète des catacombes. Une équipe de spécialistes en structures souterraines, d'archéologues et d'ingénieurs descendit pour cartographier et évaluer l'état des tunnels. Ce qu'ils trouvèrent fut documenté, mais jamais divulgué. Dans une des chambres principales, l'équipe découvrit quelque chose d'impossible. Un mur entier avait été décoré avec des os arrangés différemment du motif traditionnel des catacombes. Les os formaient des mots, des noms,
des centaines de noms écrits avec des fémurs et des côtes, comme si quelqu'un avait utilisé les restes mortels comme une plume macabre. Les noms étaient Alexandre Martel, Marie Dubois, Jean-Luc Martel, Sophie Laurent, Henry Blackwood, Sarah Thompson, Michael Thompson et Philippe Moreau. Tous les protagonistes des histoires que je viens de vous raconter étaient listés sur ce mur d'os. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui fit abandonner immédiatement les catacombes à l'équipe d'inspection et sceller cette section pour toujours. À la fin de la liste de noms, écrits avec des os plus petits, plus délicats, il y avait des dizaines d'autres noms. Des noms de personnes qui n'avaient jamais été rapportées comme disparues, qui n'avaient jamais été liées aux catacombes. Des personnes qui étaient vivantes et en bonne santé à Paris au moment de la découverte. L'équipe d'inspection réalisa une vérification discrète. Tous ces noms appartenaient à des personnes réelles, vivant leur vie normalement dans la ville. Mais quand ils enquêtèrent plus profondément, ils découvrirent quelque chose de terrifiant. Chacune de ces personnes avait récemment développé des habitudes nocturnes étranges. Elles sortaient de chez elles après minuit, marchaient dans les rues de Paris sans destination apparente et revenaient chez elles avant l'aube sans aucun souvenir de leur promenade. Leur famille les avait trouvées plusieurs fois devant des entrées connues des catacombes, fixant les grilles de métal comme si elles attendaient quelque chose. Et tous, sans exception, avaient commencé à murmurer des noms dans leur sommeil. Des noms français anciens, des noms de personnes mortes depuis des siècles. La section des catacombes où le mur de noms fut découvert reste scellée aujourd'hui. L'équipe d'inspection recommanda qu'elle ne soit jamais rouverte. Mais selon des sources non confirmées, de nouveaux noms continuent d'apparaître sur ce mur. Des noms écrits avec des os qui bougent d'eux-mêmes dans l'obscurité, formant des lettres que personne de vivant n'écrit. Et si vous habitez Paris, si vous regardez cette vidéo dans la ville lumière, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi vous vous sentez soudain si fatigué. Pourquoi vous avez envie de sortir marcher dans les rues sombres? Pourquoi vous entendez très faiblement quelqu'un murmure votre nom? Les catacombes de Paris ne sont pas seulement un musée de la mort, elles sont vivantes et elles ont faim. Faim de nouveaux noms à ajouter à leur collection éternelle. Faim de nouvelles voix pour rejoindre le cœur des murmures qui résonnent dans leurs tunnels. Fin de nouvelles âmes pour alimenter les rituels que Philippe Moreau a réveillés et qui continuent nuit après nuit dans les profondeurs oubliées de Paris. Chaque personne qui descend dans les catacombes laisse quelque chose derrière elle. Un peu de sa vie, un fragment de son âme, une empreinte de son existence que les morts collectionnent précieusement. Et parfois, quand la collection devient assez importante, quand assez de fragments sont rassemblés, les morts peuvent faire quelque chose qu'ils ne pouvaient plus faire depuis des siècles. Ils peuvent remonter. Ce n'est pas un hasard si les disparitions mystérieuses à Paris ont augmenté de 300% depuis 2017. Ce n'est pas un hasard si de plus en plus de Parisiens rapportent des rêves où ils marchent dans des tunnels d'os, où des voix anciennes leur murmurent des secrets oubliés. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes se réveillent avec de la poussière de calcaire sous les ongles et le goût de la mort dans la bouche, sans aucun souvenir d'avoir quitté leur lit. Les catacombes appellent. Elles appellent plus fort chaque nuit. Et bientôt, très bientôt, quelqu'un va répondre définitivement à cet appel. Peut-être que cette personne êtes vous. Alors maintenant, je vous pose la question qui me hante depuis que j'ai commencé à ressembler ces témoignages.
Que ressentez-vous en ce moment même, assis dans votre chambre, dans votre salon, regardant cette vidéo dans l'obscurité de la nuit? N'y a-t-il pas quelque chose qui vous tire vers l'extérieur, une petite voix dans votre tête qui vous suggère de sortir, de marcher dans les rues, de chercher ces grilles de métal qui mènent vers les profondeurs? N'entendez-vous pas, très faiblement, quelqu'un murmurer votre nom? Comme l'écrivait Edgar Allan Poe dans ses contes les plus sombres, « Pour l'amour de Dieu, mon trésor ». Mais dans les catacombes de Paris, personne ne peut vous entendre supplier, personne ne peut vous entendre crier, et surtout, personne ne peut vous empêcher de rejoindre les 6 millions d'âmes qui attendent dans le silence de la pierre et la patience de l'éternité. Ces 4 récits ne sont que le début. Ils ne sont que les histoires que nous connaissons, que nous avons pu documenter, que les témoins ont survécu pour raconter. Mais combien d'autres histoires dorment dans les archives scellées de la police parisienne? Combien d'autres disparitions n'ont jamais été liées aux catacombes parce que les corps n'ont jamais été retrouvés? Combien d'autres noms sont écrits sur ce mur d'os que personne ne peut voir, dans cette section que personne ne peut rouvrir? La vérité, c'est que les catacombes de Paris ne sont pas seulement le plus grand cimetière du monde, elles sont la plus grande machine à rêver de l'humanité. Une machine alimentée par les morts, entretenue par les vivants, et qui produit des cauchemars si réels qu'ils finissent par remplacer la réalité. Et cette machine fonctionne toujours. Elle fonctionne en ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots. Elle analyse vos peurs, catalogue vos angoisses, enregistre le son de votre respiration qui s'accélère. Elle apprend votre nom. Dans quelques heures, quand vous essaierez de dormir, vous penserez peut-être que vous rêvez. Vous vous retrouverez dans des tunnels de pierre, entourés de millions de crânes qui vous observent de leurs orbites vides. Vous entendrez des murmures qui vous appellent par votre nom, des voix qui vous promettent des secrets, des révélations, une compréhension de la mort que peu d'humains ont jamais possédée. Et quand vous vous réveillerez, si vous vous réveillez, vous aurez peut-être de la poussière sous les ongles, le goût de la terre ancienne dans la bouche, et une irrésistible envie de retourner là où vous pensez avoir rêvé d'aller. Parce que les rêves des catacombes ne sont pas vraiment des rêves, ce sont des invitations. Et une fois que vous avez été invité, il est très difficile de décliner. Voilà pourquoi je vous demande, maintenant que vous connaissez ces histoires, maintenant que vous savez ce qui se cache vraiment sous les rues de Paris, allez-vous résister à l'appel? Allez-vous ignorer cette petite voix qui commence déjà à murmurer dans votre tête? Allez-vous prétendre que ces histoires ne sont que des fictions, des contes inventés pour vous faire peur? Ou allez-vous accepter la vérité? Les morts de Paris ne reposent pas en paix. Ils attendent, ils planifient, et ils vous invitent à les rejoindre dans leur éternelle patience. La dernière chose que je veux vous dire avant que cette vidéo se termine, c'est ceci. Si jamais, dans les prochains jours, vous vous retrouvez inexplicablement attiré par une bouche d'égout, une grille de métro abandonnée ou n'importe quelle ouverture qui semble mener vers les profondeurs de la ville, souvenez-vous de ces histoires. Souvenez-vous d'Alexandre Martel qui a trouvé une chambre où le temps s'écoulait différemment. Souvenez-vous de Marie Dubois et son équipe qui ont entendu les morts prononcer leur nom. Souvenez-vous de Sarah et Michael Thompson qui ont joué avec des enfants fantômes.
Souvenez-vous de Philippe Moreau, qui a appris comment réveiller les morts et n'est jamais revenu du voyage. Et souvenez-vous que dans les catacombes de Paris, être vivant n'est qu'un état temporaire, un malentendu qui peut être corrigé. Une erreur que 6 millions de morts sont impatients de réparer. Alors, dites-moi dans les commentaires, osez me dire la vérité. Est-ce que vous entendez déjà votre nom murmurer dans les ténèbres? Est-ce que vous sentez déjà l'appel des profondeurs? Est-ce que vous êtes certain, absolument certain, d'être encore complètement vivant? Parce que si vous n'en êtes pas sûr, si vous avez le moindre doute, alors peut-être est-il déjà trop tard. Peut-être que votre nom est déjà écrit quelque part sur un mur d'os, dans une chambre que personne ne peut trouver, par des mains qui ne devraient plus pouvoir tenir une plume. Et si c'est le cas, alors bienvenue. Bienvenue dans la plus grande collection d'âmes que le monde ait jamais connue. Bienvenue dans les catacombes de Paris, où la mort n'est qu'un nouveau commencement et où l'éternité se mesure en murmures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir d'autres secrets que l'humanité préférerait garder enterrés. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines révélations. Et surtout, regardez bien autour de vous ce soir avant de vous endormir. Êtes-vous vraiment seul dans votre chambre? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui vous observe, quelqu'un qui attend patiemment que vous fermiez les yeux pour vous emmener là où vous appartenez vraiment, dans les profondeurs, dans l'éternité, dans les catacombes de Paris, où votre nom résonnera pour l'éternité parmi les murmures des morts. Bonne nuit et faites de beaux rêves, si vous le pouvez encore.